On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement du guide Hibou pour contrer la violence et l'intimidation chez les jeunes. Mais d'abord, il revient en course automobile après une pause d'une année forcée par un accident au Grand Prix de Trois-Rivières en NASCAR, mais cette fois en Coupe Nissan Micra, et il a remporté la série dimanche dernier à Mont-Tremblant. Bel exploit pour le coureur automobile joannais Xavier Coupal qui a remporté la Coupe Nissan Micra dimanche dernier, jour de son anniversaire où il a célébré son 26e anniversaire. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Bon, on sait qu'à l'été 2014, Grand Prix de Trois-Rivières, tu avais subi un accident. Accident qui a un peu compromis ta carrière de coureur automobile. Et puis là, paf, on te retrouve cette année en Coupe Nissan. Tu as pourtant coursé 15 des 16 courses et malgré tout ça, tu termines au premier rang avec 470 points. Oui. Est-ce qu'on peut dire que tu es revenu, peut-être pas de loin, mais d'un peu loin peut-être? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on peut appeler ça un retour en force. Après l'incident, en fait, il y a 2 ans, en 2014, au Grand Prix de Trois-Rivières en NASCAR canadien. C'est juste bien dommage, toute cette histoire-là. J'ai tourné complètement la page depuis. Je ne m'en ai pas fait. En fait, on a travaillé fort durant l'année suivante pour justement rembourser les dommages qu'il y a eu à la voiture parce que je n'avais pas pris d'assurance. Donc, c'est toute cette histoire-là, en fait, mais on a complètement effacé ça. Et puis, j'ai pris une année pour relaxer, réaligner, si vous voulez, la carrière professionnelle aussi parce que c'est bien beau penser à la course automobile, mais il faut aussi vivre professionnellement pour la vie de tous les jours. Donc, en fait, au début d'année 2016, j'ai reçu un appel de Bertrand Godin, qui, lui, a reçu une invitation de l'équipe Albi Nissan pour conduire justement en Coupe Nissan Micra cette année. Et puis, Bertrand, très occupé, très gentil comme personne, était très occupé avec son horaire parce qu'il est instructeur à Nicolette pour les policiers. Ouais. Et puis, avec son horaire de télévision à TVA, avait un peu de conflit, en fait, avec l'horaire des courses de la fin de semaine. Donc, il m'a appelé et m'a demandé si ça m'intéressait. Et là, bien sûr, avec un air un petit peu inquiet, j'ai tout de suite demandé, je veux dire, combien ça coûte, c'est quoi le deal? Combien ça coûte, ça implique quoi? Ça implique quoi? Parce que je ne voulais pas me rembarquer dans quelque chose qui ressemblait au Grand Prix de Trois-Rivières. Et puis, c'est une invitation complète, en fait, que j'ai eue de la part de Nissan, Albi Nissan, qui s'est assuré, en fait, de me fournir la voiture, de me fournir l'assurance aussi pour si jamais il y avait des dommages durant les courses. Donc, j'avais juste à me présenter, c'était clé en main. Et puis, cette année, je suis très content d'avoir remporté le championnat pour leur remettre l'appareil, en fait, là, parce que c'est une opportunité que j'ai eue qui est en or. Pour que les gens comprennent bien, la Coupe Nissan Micra, oui, ça ressemble à quoi? C'est quoi le genre de course? C'est quoi le genre de véhicule? En fait, présentement, là, c'est la série la plus abordable au niveau canadien. C'est une Nissan Micra, comme on peut acheter n'importe où, dans n'importe quelle concession Nissan au Canada. C'est une voiture qui est complètement monotype, qui est pris d'origine, qui a quelques modifications sécuritaires, dont les freins, dont une cage protectrice, une ligne d'exhaust aussi pour le son, une entrée d'air, mais il est complètement, on peut appeler ça stock. Donc, de moteur série. Transmission, là, c'est comme celui qu'on achète au concessionnaire. C'est de série, c'est exactement la même chose. C'est manuel, un petit 4 cylindres qui développe aux alentours des 110 chevaux. Ça donne à peu près 92 forces aux roues. Et puis, c'est vraiment pas puissant comme voiture, mais c'est ce qui fait justement la difficulté. C'est une voiture qui est très technique à conduire, qui a un momentum qu'il ne faut pas casser. Donc, c'est tout un challenge de conduire ces petites voitures-là qui n'ont pas beaucoup de puissance. Puis cette année, je m'en suis bien sorti avec le championnat. Toi, tu as fait longtemps du karting. En quoi la conduite est-elle différente? Parce qu'en même temps, les karts aussi, ce n'est pas des véhicules ultra puissants comme du NASCAR ou de la F1. Mais en quoi c'est différent entre piloter un kart puis piloter une Nissan Micra? En fait, il y a énormément de différences. Un kart, j'ai commencé à l'âge de 10 ans en karting. J'ai évolué ensuite de ça en Formule 1600. J'ai fait un peu de NASCAR et je me suis retrouvé en Nissan Micra. La différence est énorme. Je veux dire, c'est sûr et certain qu'il y a une petite ressemblance en chaque au niveau, si vous voulez, tenue de route. C'est sûr que l'empattement de la Nissan Micra est tout petite. Les roues, en fait, la distance entre les deux roues sont très proches. Donc, fait en sorte que la voiture est très nerveuse. Donc, ça ressemble un peu au comportement d'un kart. Mais un kart est beaucoup plus, si vous voulez, au niveau poids, ratio, puissance, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide. Mais
la Nissan Micra, je veux dire, ne laisse pas sa place au niveau technique, au niveau challenge. Bon, normalement, une course là, sur la grille de départ, vous êtes combien? Ça a été mouvementé toute l'année. On est à peu près de 25. Bon. Sauf que vous avez tous le même véhicule. Tous le même véhicule, tous la même force, tous les mêmes pneus. C'est vraiment, comme on pourrait dire, c'est vraiment entre le volant et le banc, la différence. Donc, c'est vraiment là où, dans ce genre de circuit, de course, où ce sont les habiletés du pilote qui font la différence. C'est pas un ingénieur qui a trouvé un petit truc pour améliorer ceci ou cela sur le véhicule, là. En fait, il y avait presque pas beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup d'ajustements qu'on était capable de faire sur ces voitures-là parce qu'il y avait une restriction au niveau de la série. Donc, c'était vraiment des ajustements au niveau camber, au niveau alignement de la voiture. Mais sinon, exactement comme tu as mentionné, c'est vraiment une question de pilote. Bon, là, donc, il y avait 16 courses durant l'année. Oui. Toi, tu en as fait 15. Exactement. C'est laquelle tu n'as pas faite? En fait, c'est celle à Saint-Eustache au milieu de l'année, pendant qu'il y avait le Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Il y avait la Coupe Micra, en fait, à Saint-Eustache. Puis au niveau du championnat d'équipe, parce qu'il n'y a pas simplement le championnat des pilotes, il y avait le championnat des équipes aussi cette année qu'on a remporté avec Albi Nissan. Il fallait que je partage la voiture au moins 3 fois avec Bertrand. Donc, à ce niveau-là, ça a été la première course, en fait, qui m'a remplacé. Et puis, c'est pour ça que j'ai une course de moins au total des courses cette année. Bon, mais malgré tout ça, ce qui est intéressant, parce que j'ai fait sortir le classement, Oui. donc Xavier Coupal, Albi Nissan, 15 courses, 470 points. Puis ton collègue de la même écurie, Oui. Albi Nissan, Olivier Bédard, qui lui a fait 16 courses, Oui. a récolté 456 points. Exactement. Et lui, c'était le champion de l'année précédente, en fait, de la Coupe Nissan Micra. Fait qu'il connaissait déjà la voiture, il connaissait les ajustements. Puis on est arrivé, puis on est allé lui soutirer. Bon. Comment ça se passe, la confrérie? Parce que là, vous êtes dans la même équipe, Oui. mais en même temps, vous compétitionnez sur le circuit. Je pourrais vous dire que c'est au début de l'année, ça a été de la confrérie. On s'est beaucoup échangé des trucs, des points techniques. Ouais. Plus ça allait dans l'année, plus ça a évolué, plus c'était serré. Moins on s'est donné de trucs, évidemment, mais on est resté très, très propre et très respectueux, en fait, l'un envers l'autre, même en piste. Donc, je suis très reconnaissant avec Olivier. C'est un très bon pilote. Bon. Cette expérience-là va te mener où? Parce que, bon, là, c'est un retour après une pause d'une année, une pause un peu forcée Oui. de par, évidemment, l'incident de Trois-Rivières. Mais ceci dit, l'accident que tu as eu à Trois-Rivières, au niveau physique, santé, ça n'avait pas laissé de séquelles, là? Minime, en fait. Là, ça a laissé 2 côtes au moment de l'accident, qui s'est réparé dans les mois suivants. Donc, ça n'a pas vraiment laissé de séquelles autrement, là. Bon. Quand on subit un accident et qu'on a, bon, visiblement pas des grosses blessures, mais des blessures quand même, est-ce que par la suite, ça nous laisse un doute où on se dit, bon, ben là, regarde, j'arrive dans la vingtaine, je veux avoir une vie, une carrière ou tout ça, finalement, je mets ça de côté, puis en plus, bon, il y avait des problèmes avec les assurances de l'auto et tout ça. Est-ce que ça nous laisse un doute ou quand on se réinstalle derrière un volant, on se dit, regarde, on ferme les yeux, puis c'est du passé, puis... Pas du tout, en fait. C'est la deuxième réponse. On se ferme les yeux. Je pourrais dire que c'est justement, ça m'a pas fait assez mal et ça n'a pas fait assez peur encore pour me ça, la bonne stopper. réponse. Exactement. C'est que ça n'a pas été assez épeurant encore. Ça n'a pas fait assez mal pour de là à dire que je commence à y penser, à faire attention ou à prendre les virages différemment, à être inquiet un peu de ce qui pourrait arriver. Ouais. Pas encore. Donc, non. Est-ce que ton souhait est de refaire une autre saison en Coupe Nissan Micra ou est-ce que ton souhait aussi est de revenir ultimement dans une autre série ou même de refaire du NASCAR un jour? Parce que là, tu as 26 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu désires faire ça encore plusieurs années? Mais c'est définitivement, là, avec le championnat, ça fait un peu, c'est comme une propulsion un peu. Ça propulse ma carrière une autre fois. Ça me donne la chance, ça va me donner la chance, en fait, cette année, de pouvoir peut-être tester dans différentes séries un petit peu plus élevées. La porte de NASCAR n'est pas fermée encore, mais il y a du développement justement avec le côté racing de chez Nissan, qui est Nismo, qui risque probablement de me faire quelques essais privés dans différentes catégories, dont des catégories peut-être prototypes, des trucs qu'on retrouve dans des grands prix comme le 24 heures du Mans, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça regarde très, très bien pour le futur. Et donc, ton souhait, c'est vraiment de persévérer et de continuer. Tu n'as pas perdu du tout. La flamme est encore là. J'ai pas perdu espoir et je continue parce que, justement, je viens de prouver cette année, encore une fois, dans des véhicules à égalité,
que j'étais capable d'être très rapide. En quoi la pause forcée d'une année a fait de toi, aujourd'hui, une meilleure personne ou un meilleur pilote? Ça a fait en sorte justement d'être capable En fait, j'ai maturé beaucoup avec cet accident-là. C'est sûr et certain que j'ai pu prendre du recul et vraiment regarder les opportunités qui s'offraient à moi. Donc, dès que j'ai eu l'opportunité de la Nissan avec Bertrand et Albi, j'ai tout de suite sauté à pieds joints dessus. Bon. Et visiblement, les 15 courses que tu as terminé combien de fois premier sur les 15? Là? En fait, techniquement parlant, parce que j'ai eu 2 disqualifications cette année, j'ai gagné 11 fois sur 15 courses. Et ils prennent au championnat pour le calcul de ces points-là, simplement 12 courses. Donc, j'ai gagné 11 fois, mais je me suis fait disqualifier 2 fois. Donc, techniquement parlant, j'ai réellement gagné 9 fois. Donc, j'ai gagné 9 courses sur 12 courses, en fait, qui comptaient pour les points total. Pour les points. Oui. Donc, c'était presque parfait. Là. Et des courses qu'on retrouve à Mont-Tremblant, à Saint-Eustache, en Ontario aussi? Exactement. Cette année, la Coupe Nissan Micra a intégré le Canada, donc l'Ontario. L'année dernière, elle a juste fait le territoire québécois. Mais cette année, oui, il y a eu Tremblant, il y a eu du Calaboguet en Ontario, il y a eu du Mosport à Toronto également. Il y a eu Saint-Eustache ici. Il y a eu quelques endroits comme ça. On a répété, en fait, là, ce circuit-là. Donc, c'est bien intéressant. C'est des circuits qui sont bien le fun. Et là, dimanche dernier, à Mont-Tremblant, c'était la dernière course de l'année qui t'a sacré champion. C'était le jour de ta fête aussi. C'était un week-end parfait. Je ne sais pas, tu sais, je n'ai pas vécu l'année que tu as vécu, ton année de pause, mais ça a dû donner une sensation... Je ne suis pas encore redescendu des nuages, sérieusement. J'ai peine à réaliser que c'est vraiment ça qui est arrivé parce que j'ai jamais... Depuis que j'ai commencé en karting à l'âge de 10 ans, j'avais gagné mon premier championnat à l'âge de 10 ans, justement, ma première année. Et puis, le budget a fait en sorte d'évoluer en course automobile, mais je n'ai jamais été capable, depuis ce temps-là, de faire une saison complète. Donc, l'opportunité que j'ai eue cette année de faire une saison complète a été très fructueuse pour moi, au niveau mentalement, parce que, justement, je suis capable maintenant de réaliser que si on fait une saison complète, je peux être compétitif jusqu'à la fin. Et là, outre la course qui visiblement est ta passion, qui t'allume toujours, au niveau professionnel, qu'est-ce que tu fais en ce moment? En fait, présentement, ça fait 2 ans qu'on est à mon compte, en fait, qu'on est à notre compte, moi et mon père. On est dans le domaine automobile, donc on n'est pas très loin, en fait. Là, la pomme n'a pas tombé très loin de l'arbre. On est dans le domaine automobile. En fait, on fait des événements dans des concessionnaires automobiles. Donc, Solutions Transformation Plus. Si vous voulez aller vérifier ça sur le web, ça va nous faire plaisir de vous créer, en fait, là, des événements dans le concessionnaire automobile pour augmenter l'achalandage puis effectuer des ventes. Bien, merci beaucoup. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Éric. Ça fait un plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de prévention de l'intimidation et de la violence à l'école. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle de quoi? Devine. Ah, on parle d'arts martiaux mix. J'aime le concept des gants. Oui, bien écoute, Éric Aymar, Corinne Laframboise et Michael Dufort de Hybride Série Professionnelle sont là pour parler. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Dans le cadre de la semaine de la prévention de l'intimidation et de la violence à l'école à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, on lance aujourd'hui le guide de Hibou. 2 invités pour en parler. D'abord, le responsable du comité de prévention, Vincent Huard. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de la psychoéducatrice Andréane Aubert. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Question toute simple, qu'est-ce que c'est le guide Hibou? Le guide Hibou, c'est une idée d'un comité qui a été réalisé en moins d'1 an, ce qui peut paraître long, mais
il y a beaucoup, comme on dit, de jus de bras et de jus de cerveau là-dedans. Donc, le Guide Hibou, c'est un recueil de textes, un recueil de lectures, un recueil de conseils qui s'adresse aux parents, aux enfants, aux enseignants, aux éducateurs, aux grands-parents, aux citoyens, qui s'adresse à tout le monde finalement. C'est le guide le plus convivial auquel on a pu penser. Le guide hibou, c'est un symbole. Le hibou est sage, le hibou veille, le hibou s'assure. Donc, c'est que le hibou représentait le calme et la sagesse. On l'a donc choisi comme animal fétiche pour notre guide. Le guide se veut être d'abord un outil pour permettre à n'importe qui de s'informer, mais d'intervenir. Et intervenir sur un ton qui n'est pas moralisateur. Donc, on veut être capable de pouvoir aider un enfant qui pourrait vivre une situation X. On peut être capable de prévenir. Et tout ça est fait en collaboration avec des partenaires, oui, Commission scolaire de Haute-Rivière, évidemment, mais les organismes de justice alternative, de ressources alternatives Rive-Sud, les CLSC. Et les contenus ont tous été validés par des professionnels, dont Mme Aubert ici présente, justement. Bon. Qu'est-ce qu'on retrouve en termes de contenu? En fait, le guide, la façon dont il est conçu, il y a comme 2 sections. La première vise davantage des concepts, je vais dire théoriques, mais on a vraiment fait un effort de vulgarisation pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc, on donne des attitudes gagnantes, des phrases clés pour initier la conversation avec notre jeune. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que d'abord, dans une perspective de prévention universelle, qu'on convienne avec nos jeunes d'un vocabulaire puis de stratégies possibles. On veut créer un répertoire de stratégies quand arrivera des situations de violence, d'intimidation ou de conflit. Donc, si on est allé dans un contexte positif, global, hypothétique, sans qu'on soit trop concerné, sans être trop envahi par la situation, on vient mettre des bases pour après, quand il y aura un pépin, bien, on sera plus outillé. Bon, parmi ces lectures qui sont suggérées, je présume qu'on en retrouve quelques-unes sur la table en ce moment, qui est assez garnie là, de quelques livrets. Ça veut dire, dans le fond, que le jeune ou même le parent qui met la main sur le guide hibou peut ensuite aller référer à ces livres. Dans le guide, chaque lecture, dans le fond, est résumée. À qui on s'adresse? C'est quoi le livre? De quoi il parle, ce livre-là? Quel est le questionnement qu'on peut amener avec un enfant et, pour intervenir? Et le hibou donne un conseil, un sage conseil, toujours à chaque page. Ces livres-là, le but, si on est dans l'utopie, ces livres-là seraient dans chacune des bibliothèques municipales du territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. On va l'avoir. On va l'avoir. Marieville et Saint-Jean ont déjà leurs livres, c'est déjà parti. Les écoles vont se les procurer. En grande partie, à mon avis, il y en a qu'on a déjà dans les écoles. Oui. Plusieurs livres qui sont déjà présents dans les écoles. Donc, le guide, oui, bon, là, j'en ai une belle version tout en couleur, mais des photocopies, on ne sera pas à avoir de photocopies en noir et blanc, on va en mettre partout. Un parent, un enfant, on peut partir de la bibliothèque avec le livre et le guide. Et si je ne le ramène pas, c'est bien correct. L'important, c'est que l'enfant ait eu un service. Bon, mais si on prend l'exemple que vous illustrez en ce moment, Ninon tient bon. Bon, c'est le livre qu'on retrouve ici, que vous avez. Bon, mais si on prend cet exemple-là, Ninon tient bon, ça parle de quoi? Ça s'adresse à qui? En fait, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne voudrais pas faire de publicité particulièrement sur Ninon, mais l'ensemble des livres ont été choisis pour avoir une variété de thèmes. Parfois, on se met dans la peau de l'intimidateur, parfois, on se met dans la peau du témoin, parfois, on se met dans la peau de la victime aussi. On voulait varier des modèles garçons, des modèles filles, une variété de modèles en âge aussi. Parfois, on est vraiment dans l'humour. Des fois, c'est très imagé. On voulait des albums jeunesse aussi pour pas que pour nos plus jeunes, là, on ait l'embûche de la lecture. Donc, on a vraiment... C'est des coups de cœur, mais c'est aussi, on les a tous lus, le comité, puis on s'est assuré là, que c'était des choses que les parents allaient pouvoir rapidement. Puis c'est aussi pour ça qu'on a suggéré des questions aux parents pour initier la conversation avec leurs jeunes. Si on dit rien que Ninon, par exemple, ce livre-là s'adresse plus spécifiquement à un témoin. Donc, on peut imaginer une situation dans une cour d'école où il y a un enfant qui est victime par un plus grand, plus vieux, imaginez tous les clichés qu'on connaît. Une intervenante à l'école peut faire une intervention, parle à tout le monde, et un élève peut être marqué par ça. Même si ce n'est pas elle la victime, elle peut quand même être assez marquée. Et un réflexe qu'on aimerait développer, on jase, mais ce serait intéressant que ce soit possible pour l'éducatrice de suggérer cette lecture-là. On met le livre dans le sac de l'enfant, qu'on a loué à son nom à la bibliothèque, avec une photocopie de la page ou le guide, simplement. Et on appelle le parent en disant « Votre enfant a été témoin aujourd'hui d'une situation qui, clairement, ne lui a pas plu.
Elle va bien, mais si vous voulez revenir avec, faites cette lecture-là, ça va guider le parent. Parce que c'est pas évident comme parent non plus d'être vraiment les guides qu'on voudrait être. Puis en même temps, ça, bien, on va donner de la lecture, du vocabulaire. Et quand je dis vocabulaire, au début, là, des astuces parents, là, des phrases clés, des phrases de base, là, mais qui parlent au-dessus, qui parlent avec une manière très, très terre-à-terre. Donc, c'est pas moralisateur, c'est pas théorique, c'est vraiment concret. En même temps, j'ai l'impression qu'on vit aussi un petit phénomène de société parce que malheureusement, les gens souvent vont agir lorsque l'actualité provoque des événements. On le sait, il y a quelques années, il est arrivé des trucs, puis même avec nos propres enfants, je me rappelle, ce soir-là, on posait la question à nos enfants qui, à l'époque, avaient, je sais pas moi, 15-16 ans, puis qui disaient, ben oui, papa, moi, quand j'avais 10 ans, j'ai subi de la violence ou de l'intimidation. Je disais, ouais, mais tu m'en as jamais parlé. Je n'en ai pas parlé parce que je t'en ai pas parlé. Et c'était très drôle de voir que nos enfants nous exprimaient, se rappelaient des situations X, Y, très précises, de situations qu'ils avaient vécues dans la cour d'école, à cette époque-là, au primaire, puis qu'ils n'avaient pas eu le réflexe de nous en parler nécessairement. Donc, je me dis, aujourd'hui, en 2016, quand on sait les ravages que l'intimidation et la violence, ça peut faire, quand on sait aussi la présence et l'influence des médias sociaux qui peuvent rentrer en ligne de compte, comment les parents et les enfants peuvent-ils mutuellement s'équiper pour contrer le phénomène? Bien, en fait, nos écoles ont le travail de mettre tous les mécanismes possibles pour faciliter cette dénonciation-là, pour faciliter la possibilité des jeunes de venir dire ce dont ils ont été témoins, ce qui les a dérangés là-dedans. Puis on parle des technologies. Certaines écoles ont été très créatives et ont mis sur pied des applications avec des codes QR que les jeunes peuvent scanner et dénoncer. Puis les intervenants porteurs de la violence peuvent intervenir. Donc, on a vraiment qu'on passe à un pigeonnier avec une boîte, un mémo qu'on dépose dedans, dire j'ai vu quelque chose à la cafétéria qui m'a dérangé avec tel jeune. Ou encore cette application-là, on est très, très créatif là, pour s'assurer. Puis souvent, on demande aux jeunes, est-ce que vous savez vers qui vous pouvez vous tourner, à qui vous pouvez nommer ça? Puis les plans de lutte contre la violence et l'intimidation sont clairs que c'est la responsabilité de tout le monde. Tout le monde dans l'école qui voit quelque chose a l'obligation pas d'intervenir et d'assumer la totalité de l'intervention, mais d'agir et dire ce comportement-là n'a pas sa place dans notre école. Et souvent, il y avait aussi, puis c'est un peu le phénomène, je dis le phénomène des gangs, mais quand les enfants se regroupent, ils forment des groupes, des gangs d'amis. Et je me rappelle, on a déjà fait ici sur le plateau une entrevue avec un policier en relations communautaires qui nous disait il faut que les enfants s'enlèvent qu'il y a une différence entre stouler, ce que les enfants appellent stouler, et dénoncer. Tout à fait. Et ça, la différence, elle est majeure. Et on va la marteler, cette différence-là. Il faut la rentrer dans le message, là, il faut qu'il passe. Un enfant, quelqu'un, en fait, qui dénonce une situation, c'est parce qu'il veut que ça arrête. C'est parce qu'on veut aider. Quelqu'un qui veut stouler une autre personne, c'est parce qu'il veut y nuire. Entre les deux, il y a un monde de différence. Et quand l'enfant a saisi, parce que stouler quelqu'un, vouloir nuire à quelqu'un, utiliser l'autorité, un tiers pour nuire à quelqu'un, ça, il jette toujours ses papiers par terre. C'est pas encouragé. Et les enseignants ne l'encouragent pas. Les gens, les personnes n'encouragent pas ça. C'est pas un bon comportement social. Par contre, je suis un témoin, exemple d'une situation. Si je constate que la victime, elle est en souffrance, mon rôle social, c'est de dénoncer. Je n'ai pas à lever la main devant tout le monde pour devenir une victime, mais je vais prendre les moyens, et les moyens dans les écoles sont en place. On a dit quelque chose de bien important tantôt, phénomène social, il y a eu des événements. Le Québec a réagi en 2012. Je vais utiliser le mot « réagir » parce qu'on n'est pas intervenu. On a réagi avec une loi qui, a contraint les écoles à faire des plans d'action. Il y avait déjà des choses qui se faisaient dans les écoles de très, très bien. Ça nous a obligés, par contre, à se revirer de bord et à regarder, à se faire un portrait. Et l'intimidation est en train de faire son chemin au niveau de la dénonciation, justement. Les enfants commencent à être beaucoup plus habiles qu'on était, nous, à notre époque, de la nommer. Parce que si on recule dans nos têtes à l'école, on s'en souvient tous de qui nous écœurait à l'école. Là. On s'en rappelle encore des gens qui étaient les bourreaux les plus forts, je veux dire, comme ça. Et ça nous a marqué comme si ça nous a marqué comme adultes, ça devrait marquer nos enfants encore aujourd'hui. Mais là, on est beaucoup mieux outillés pour les aider. Puis l'autre chose aussi, souvent, on le sait, une fois que les intimidateurs sont dénoncés, ils n'ont presque plus de pouvoir pour agir. Bien, en fait, l'idée,
quand on est dans des situations vraiment d'intimidation, encore là, le guide se voulait aussi en promotion, prévention là, pour développer des comportements prosociaux. Mais effectivement, là, quand on est rendu, une des clés pour l'intervention, c'est d'enlever les zones d'ombre parce que les intimidateurs agissent souvent dans l'ombre. Donc, une fois qu'on leur permet plus ce temps d'antenne-là, bien, effectivement, on réduit. Puis, il faut aller les outiller parce que ces intimidateurs-là, souvent, ils manquent d'habileté sociale pour entrer en relation. Donc, il faut aller travailler avec eux autres aussi, pas seulement faire là, de la conséquence. Mais ça aussi, dans le fond, le Guide-Hibou, ça impose le dialogue. Là. Ça Tout à force fait. le dialogue. Ouais. C'est ce qu'on voulait. Ça force le Puis, dialogue. on voulait aussi, avec des modèles auxquels les jeunes pouvaient s'identifier, éviter aux parents d'être c'est ça, celui qui fait la leçon, celui qui fait le moral, tu vas voir quand tu vas être grand. On voulait éviter un peu ces phrases clichés-là qui fait que le jeune ne se sent pas entendu. On veut aussi le diffuser. Le guide, cette année, ça a été un an de travail pour le mettre en place, valider tout ce qu'il y a là-dedans et être capable d'en faire un lancement adéquat. Maintenant, il faut le faire vivre. Les bouts sont envolés, mais il faut le suivre. Donc, cette année, on parle de diffusion, c'est de s'assurer que les livres sont toujours disponibles, c'est de s'assurer que les gens le connaissent. Il faut que ce guide-là est téléchargeable dès maintenant sur le site Internet de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Chaque école va en avoir un. S'il y a des parents qui en veulent un, c'est très simple, ils peuvent communiquer avec leur direction d'école. C'est disponible. C'est pas, on le diffuse, on demande aux gens de ne pas le modifier. Il y a déjà des commissions scolaires, comme je disais tantôt, qui sont intéressées. Je leur avais demandé d'attendre aujourd'hui avant de l'utiliser, parce qu'on le lance aujourd'hui. N'en demeure pour moi que c'est quelque chose qui est très, très facile à diffuser parce qu'il y a plein de portes d'entrée. Qu'on soit un enfant, un intervenant, un adulte de l'école, un parent, un bibliothécaire, un témoin, un voisin, n'importe qui peut utiliser ça pour aider quelqu'un d'autre. Alors, le guide Hibou, répertoire de conseils pour des relations harmonieuses, prévention de la violence et de l'intimidation. On est en plein dans la semaine actuellement. Donc, félicitations pour le guide Hibou, puis en souhaitant effectivement qu'il soit diffusé le plus largement possible. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Chez Pedro, très prochainement, une conférence de l'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits des aînés, sur tous les processus entourant les plaintes. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, on vous présente ici à 9h30 en direct au câble 09. C'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine 2 000 $ et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos petits livrets. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel, plus facile, plus rapide. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.